Sur cette terre, il y a plus d'ours que d'hommes. Et là où vit un seul humain, il y a des dizaines de kilomètres sans une route, sans une maison, sans une trace de passage. Personne n'a jamais réussi à dompter cet endroit. Et quelque chose de bien plus étrange s'y cache encore, quelque chose que la science elle-même n'explique pas entièrement. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous partons pour le Kamtchatka. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit où la terre tremble, fume et respire comme un être vivant. Un endroit où 300 montagnes crachent le feu au-dessus d'un océan glacé. Un endroit dans lequel un fleuve peut bouillir, où une vallée entière peut disparaître en une seule journée, où des ours par centaines pêchent le saumon dans la même rivière. Un endroit où l'on n'a tout simplement pas le droit d'aller. Ceci n'est pas un guide de voyage. C'est le récit d'une terre que l'homme n'a jamais pu conquérir et de ce qu'il a gardé sauvage. Alors, en route. Un hélicoptère avance au-dessus du vide. Sous lui, la toundra s'étend jusqu'à l'horizon, vert et blanc mêlés, striés de rivières qui brillent comme du métal. Et rien d'autre. Pas une route, pas un toit, pas un poteau électrique. Sur des centaines de kilomètres, l'appareil survole une terre où l'homme, tout simplement, n'a rien construit. Regardez cette image un instant, parce qu'elle contient déjà tout le secret de cet endroit. Nous sommes sur une péninsule accrochée à l'extrême est de la Russie, entre l'océan Pacifique, la mer de Bering et la mer d'Okhotsk. Une langue de terre suspendue au bout du continent asiatique, tournée vers l'Amérique. Et cette langue de terre est immense. La superficie du Kamtchatka atteint 464 000 km². 464 000 km². Prenez une seconde pour laisser ce nombre s'installer, parce qu'il est difficile à saisir tant qu'on ne le rapporte pas à quelque chose de familier. Alors comparons. Ce territoire est plus vaste que la France métropolitaine tout entière. Pas une région française, pas un gros département. Le pays complet. Des côtes de la Manche à la Méditerranée tiendrait à l'intérieur de cette péninsule, et il resterait encore de la place. Autrement dit, imaginez toute la France avec ses 67 millions d'habitants, ses autoroutes, ses villes, ses villages accrochés au moindre carrefour. Puis, effacez presque tout. Effacez les routes, effacez les villes, effacez les hommes. Voilà le Kamtchatka. Car voici le vertige de cet endroit. Sur cette surface plus grande que la France, combien de personnes vivent, à votre avis? 288 000. Un peu moins que la ville de Nantes. Toute la population de cette péninsule géante tiendrait dans une seule ville française de taille moyenne, et il manquerait encore du monde pour la remplir. Une terre grande comme un pays, peuplée comme un quartier. Et cette poignée d'habitants n'est pas répartie de façon égale. La grande majorité se serre dans la capitale, Petropavlovsk-Kamtchatski, et dans quelques localités autour de la baie d'Avatcha, au sud. Tout le reste, cette étendue démesurée le volcan, de toundra et de forêt, est presque vide. Des villages entiers comptent quelques centaines d'âmes, parfois moins, isolés au milieu de nulle part. Et c'est ici que se pose la vraie question, celle qui va nous accompagner longtemps. Comment un territoire plus grand qu'un pays européen a-t-il pu rester, en 3 siècles, presque entièrement vide d'hommes? Ce n'est pas une terre stérile. Il y a du poisson en abondance, du gibier, des métaux précieux, de l'énergie sous les pieds. Tout ce qui, ailleurs, attire les hommes par milliers. Et pourtant, ils ne sont pas venus. Pourquoi? La première réponse tient dans un mot que nous, en Europe de l'Ouest, tenons pour acquis au point de l'oublier. La route. Chez nous, tout est relié. On monte dans une voiture et l'on va d'un bout à l'autre du pays sans y penser. La distance du nord au sud de la péninsule dépasse celle qui sépare Paris de Marseille à vol d'oiseau. Sauf qu'entre Paris et Marseille, il y a l'autoroute, le train à grande vitesse, des dizaines de villes, des stations-service tous les quelques kilomètres. Ici, sur une distance comparable et bien plus grande encore, il n'y a rien de tout cela. Et surtout, il faut comprendre une chose qui change tout. Le Kamtchatka n'est relié au reste de la Russie par aucune route terrestre. Aucune. On ne peut pas y arriver en voiture, on ne peut pas y arriver en camion. Il n'existe pas d'autoroute, pas de chemin de terre, pas de piste qui traverse le continent jusqu'à cette péninsule. Au nord, elle ne touche par voie de terre que 2 régions,
La Tchoukotka et la province de Magadan, elle-même parmi les coins les plus reculés et les plus glacés de la planète. Et aucune liaison routière carrossable ne franchit vraiment cet isthme. Des trois autres côtés, il n'y a que l'eau, l'océan et deux mers. Pour rejoindre le Kamtchatka depuis Moscou, on ne prend pas la route, on prend l'avion. 9 heures de vol au-dessus d'un pays qui n'en finit pas. Arrêtons-nous un instant sur ce que cela signifie concrètement. Imaginez que vous soyez à bord de cet hélicoptère. Le moteur gronde au-dessus de votre tête, un vacarme continu qui couvre la voie. La carlingue vibre sous vos pieds, les vitres tremblent. La pression vous bouche les oreilles à chaque changement d'altitude. Par le hublot, l'air froid semble suinter à travers le métal. Et dessous, toujours la même chose. Une toundra grise et verte qui défile. Des reliefs sans nom, des vallées où nul n'a jamais posé le pied. Aucun repère humain pour dire où vous êtes. Ce n'est pas seulement lointain, c'est une autre échelle de solitude. Dans ces conditions, l'hélicoptère n'est pas un luxe, c'est la vie quotidienne. Pour rejoindre les villages de l'intérieur, comme Esso, Kliouchi ou Oust-Kamtchatsk, l'avion léger et surtout l'hélicoptère sont souvent le seul moyen de transport fiable. On ne va pas voir sa famille en voiture le week-end, on attend le vol, on attend la météo. Et quand le ciel se ferme, on attend encore, parfois des jours. Toute la vie ici est suspendue au ciel et à la mer. À cela s'ajoute la nature même du sol. Le Kamtchatka compte plus de 400 glaciers, et dans le nord, le sous-sol reste gelé en permanence, ce que les scientifiques appellent le pergélisol, cette terre qui ne dégèle jamais en profondeur. Construire une route durable sur un sol qui gonfle, se soulève et se déforme au gré du gel et du dégel est un cauchemar d'ingénieur. Ajoutez la neige, les tempêtes, les rivières qui débordent, et le calcul devient vite décourageant. Relier ces distances immenses coûterait des fortunes pour desservir une poignée d'habitants. Alors, on ne l'a pas fait. Voilà la réponse à notre question. Si le Kamtchatka est resté presque vide, ce n'est pas par oubli, ni par pauvreté au sens où nous l'entendons. C'est parce que cette terre a toujours refusé qu'on la traverse. L'unique lien avec le reste du monde passe par les airs et par la mer, et ce seul fait a façonné tout le destin de la péninsule. On ne s'installe pas facilement là où l'on ne peut arriver qu'en volant. Mais l'isolement n'explique pas tout. Il faut encore comprendre pourquoi cette terre est si difficile, si instable, si vivante. Car cette péninsule n'a pas été bâtie par les hommes. Elle a été bâtie par le feu. Et ce feu, lui, n'est jamais parti. Il est minuit, et pourtant la montagne brille. Au sommet d'un cône parfait, dans le noir absolu de la nuit, une lueur orange palpite comme une braise géante. Puis, sans prévenir, une gerbe de roches incandescentes jaillit du cratère et monte, jusqu'à 2 kilomètres au-dessus du sommet avant de retomber en pluie de feu sur les pentes noires. Le volcan Kliouchevskoï ne dort pas. Il n'a presque jamais dormi depuis 7000 ans. Et il n'est qu'un parmi des centaines. Car voici ce qui rend cette terre unique au monde. Nulle part ailleurs sur la planète, on ne trouve une telle concentration de volcans sur une bande de terre aussi étroite. Le Kamtchatka en compte environ 300, grands et moyens, alignés comme une colonne vertébrale de feu du nord au sud de la péninsule. 300 montagnes de feu. Et parmi elles, une trentaine sont toujours actives aujourd'hui, c'est-à-dire capables d'entrer en éruption à tout moment. Arrêtons-nous sur le géant de la bande. Le Kliouchevskoï s'élève à 4750 mètres. 4750 mètres. C'est le plus haut volcan actif de toute l'Eurasie. Et pour mesurer ce que cela veut dire, il faut le poser à côté de quelque chose que nous connaissons. Imaginez la tour Eiffel. Puis empilez-en une deuxième par-dessus, une troisième, une quatrième. Il en faudrait plus de 14, dressées les unes sur les autres, pour égaler la hauteur de ce cône de cendres et de lave. Et ce n'est pas un rocher figé, c'est une montagne vivante qui grandit, s'effondre et se reconstruit au fil de ses éruptions. Levez maintenant les yeux sur l'ensemble. Ce chapelet de volcans court sur toute la longueur d'un territoire dont nous avons déjà mesuré l'immensité. Pour vous en faire une idée depuis la Suisse, sachez que la péninsule est environ 11 fois plus grande que la Confédération helvétique tout entière. 11 Suisses posées bout à bout
Et sur presque toute cette étendue, des sommets qui fument. Certains matins, depuis la capitale, on voit plusieurs panaches de vapeur monter en même temps à l'horizon, comme si la Terre respirait par plusieurs bouches à la fois. Et c'est ici qu'une question toute simple se pose. Combien y a-t-il exactement de volcans au Kamtchatka? Vous chercheriez la réponse et vous tomberiez sur un mystère de chiffres. Certains ouvrages parlent de 300, d'autres montent à plus de 1000. Comment est-ce possible? Comment peut-on ne pas savoir combien le volcan se trouve sur son propre territoire, à quelques centaines près, à quelques milliers près? La réponse est plus subtile qu'il n'y paraît, et elle en dit long sur la nature de cet endroit. Le problème, c'est qu'il n'existe pas deux volcans identiques, et surtout que la frontière entre une simple montagne et un volcan éteint est floue. Beaucoup de reliefs du Kamtchatka sont d'anciens volcans usés par le temps, rabotés par les glaciers, méconnaissables. Sont-ils encore des volcans? Doit-on les compter? Tout dépend de la définition qu'on choisit. Si l'on compte le moindre cône ancien, on arrive à plus d'un millier. Si l'on ne retient que les édifices bien formés, on tombe autour de 300. Et si l'on ne garde que ceux qui peuvent encore se réveiller, il en reste environ 29. Voilà pourquoi le chiffre danse. Il n'y a pas de mensonge, seulement une terre trop vivante pour se laisser compter proprement. Mais d'où vient tout ce feu? Pourquoi ici précisément et pas ailleurs? Pour le comprendre, il faut descendre sous nos pieds, très loin sous la péninsule, là où se joue la véritable histoire. Le Kamtchatka se trouve sur une ligne de collision entre deux plaques tectoniques, ces immenses radeaux de roches qui composent la surface de la Terre. D'un côté, la plaque pacifique qui porte l'océan, de l'autre, la plaque eurasiatique qui porte le continent. Et lentement, inexorablement, la plaque océanique glisse sous la plaque continentale et plonge dans les profondeurs. Les scientifiques appellent ce phénomène la subduction, l'enfoncement d'une plaque sous une autre. Voici comment cela produit du feu. En s'enfonçant, la plaque océanique descend vers des couches où la chaleur devient colossale. Elle emporte avec elle de l'eau, des sédiments, tout ce qu'elle a ramassé au fond de l'océan. À grande profondeur, cette matière fond et forme du magma, cette roche liquide et brûlante, plus légère que ce qui l'entoure. Alors le magma remonte, cherche une faille, force le passage vers la surface. Et quand il perce enfin la croûte terrestre, il donne un volcan. Le Kamtchatka n'est donc pas simplement une terre qui contient des volcans. C'est une terre fabriquée par eux, en permanence, depuis des millions d'années. Fermez les yeux un instant et tenez-vous au bord de l'un de ces cratères actifs. La première chose qui vous saisit, c'est l'odeur. Une puanteur âcre de soufre, entêtante, qui prend à la gorge. Sous vos semelles, la cendre est tiède, presque chaude par endroits. Un grondement sourd monte des profondeurs, régulier, comme la respiration d'un animal endormi. Puis la terre frémit, une vibration brève qui remonte dans vos jambes juste avant une projection. Et sur votre visage, deux sensations se mêlent et se combattent. Le vent glacé qui balaie les hauteurs et la bouffée de chaleur brute qui monte du gouffre. Le feu et la glace à quelques mètres l'un de l'autre. Vivre au pied d'une telle montagne, c'est accepter cette présence. Et quelqu'un passe sa vie à la surveiller. Danila Tchebrov dirige l'Institut de volcanologie et de sismologie de la branche extrême-orientale de l'Académie des sciences, à Petropavlovsk. Après le grand séisme de l'été 2025, il a raconté que l'intérêt des habitants pour l'activité de la Terre avait brusquement explosé, que jamais les gens de la ville n'avaient autant voulu comprendre ce qui grondait sous leurs pieds. Et c'est précisément le travail de son institut, traquer les signes avant-coureurs. Car un volcan ne se réveille pas sans prévenir. Il gonfle, il tremble, il libère des gaz. En lisant ces signaux, les volcanologues du Kamtchatka parviennent souvent à annoncer une éruption des jours, parfois des semaines à l'avance. Une surveillance permanente, jour et nuit, sur toute la ligne de feu. Alors, faut-il voir dans ces 300 montagnes une malédiction? Ce serait mal comprendre cet endroit. Ces volcans sont une menace, oui, mais ils sont aussi la raison d'être du Kamtchatka. Ils ont bâti ses reliefs, enrichi ses sols, chauffé ses sources,
dessiner ces paysages que le monde entier reconnaît aujourd'hui. Leur valeur est telle que l'ensemble, sous le nom de volcan du Kamtchatka, figure au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1996. On ne protège pas une malédiction, on protège une merveille. Et cette merveille ne s'arrête pas au sommet. Car cette même chaleur qui fait exploser les montagnes ne reste pas toujours enfermée dans les cratères. Parfois, elle affleure ailleurs, plus bas, au fond des vallées. Elle sort de terre sous une autre forme, plus douce en apparence, et pourtant tout aussi étrange. Là où le sol lui-même se met à fumer. Sur la berge d'un lac, au petit matin, l'eau bout de poissons. Et penché au-dessus de cette eau, il y a des ours. Non pas un, non pas 10, plus de 100 ours bruns en même temps, sur les rives d'un seul et même lac. Plus de 100 ours. Des mâles énormes plantés dans le courant, des femelles suivies de leurs petits, des jeunes qui attendent leur tour à distance. Ils pêchent côte à côte, à quelques mètres les uns des autres, dans un vacarme d'éclaboussures et de grognements. Nulle part ailleurs sur la planète, on ne voit une telle assemblée de grands prédateurs réunis au même endroit. Ce lac s'appelle le lac Kouril, et il se trouve tout au sud de la péninsule, dans une réserve où l'homme n'entre qu'avec autorisation. C'est là que se concentre la plus forte densité d'ours bruns du monde. Mais avant de comprendre pourquoi ils se rassemblent ainsi, il faut regarder de plus près l'animal lui-même, car l'ours du Kamtchatka n'est pas un ours ordinaire. C'est le plus grand de toute la Russie. L'ours brun du Kamtchatka forme une sous-espèce à part, taillée pour ce bout du monde. Un grand mâle peut mesurer près de 2,5 mètres de long et peser jusqu'à 650 kilos, parfois davantage. 650 kilos. Essayez un instant de vous représenter ce poids. C'est presque celui d'une petite voiture de ville. Imaginez une citadine, de celle qui se gare sans peine dans une rue étroite, dressée sur ses pattes arrière et vous dominant de toute sa hauteur. Voilà ce qui patauge dans ces rivières. Un animal capable de renverser un homme d'un seul coup, et pourtant, la plupart du temps, entièrement occupé par sa pêche. Combien sont-ils sur la péninsule? Ici encore, les chiffres demandent de la prudence. Les estimations varient. On parlait de 16 à 18 000 individus au milieu des années 2000 et de plus de 24 000, peut-être 26 ou 27 000, dans les années 2010. Retenons l'ordre de grandeur, car il est déjà stupéfiant. Cette seule péninsule abrite environ un ours brun russe sur 6. À elle seule, cette terre concentre à peu près 15% de tous les ours bruns du pays le plus vaste de la planète. Et c'est là que se pose la question qui devrait nous arrêter. Comment autant de géants solitaires et puissants peuvent-ils cohabiter sur les rives d'un même lac sans se déchirer? Car l'ours brun est un animal territorial, souvent agressif envers ses semblables. Rassemblez 100 grands prédateurs au même endroit, et vous devriez obtenir un carnage. Or, ce n'est pas ce qui se produit. Ils se tolèrent, s'évitent, respectent une distance, et repartent le ventre plein. Qu'est-ce qui rend cette paix possible? La réponse tient dans un seul mot: l'abondance. Le lac Kouril est le plus grand site de frai du saumon rouge de toute la région. Au cœur de l'été et de l'automne, des millions de poissons remontent depuis l'océan pour venir se reproduire dans ces eaux froides. Le saumon afflue en telle quantité que la nourriture cesse d'être un enjeu de survie. Pourquoi se battre jusqu'au sang pour un poisson quand la rivière en charrie des milliers d'autres? La violence n'aurait aucun sens. Là où règne l'abondance, la compétition s'efface. Chaque ours prend sa part, se gave de chair et d'œufs de poisson et laisse la place au suivant. Pendant cette saison, l'ours du Kamtchatka se nourrit presque exclusivement de saumon, accumulant la graisse qui lui permettra de passer l'hiver. Approchez-vous de cette scène par la pensée. Tenez-vous debout au bord de ce lac dans le petit matin. Un brouillard froid glisse sur la surface de l'eau et s'accroche aux épaules. L'odeur vous prend d'abord, une odeur puissante, grasse, de poissons et de vases, l'odeur d'un site de frai où des tonnes de saumon se pressent et meurent. Autour de vous, ce ne sont que clapotis, souffles rauques, reniflements, et parfois un grognement plus grave qui vous fige sur place. Vous sentez, tout près, la présence massive de ces corps, la puissance tranquille d'animaux qui pourraient vous briser, mais ne vous accordent pas un regard, tout à leur festin.
C'est une paix trompeuse, et vous n'oubliez jamais où vous vous trouvez. Cette abondance façonne aussi la vie de famille des ours, d'une manière rare. Chez cette sous-espèce, les mères gardent leurs petits près d'elles particulièrement longtemps, souvent jusqu'à 3 ans et demi. 3 ans et demi durant lesquels la femelle protège, nourrit et éduque sa progéniture, lui apprend où pêcher, quand fuir, comment survivre dans un monde de géants. C'est plus long que chez la plupart des autres ours bruns. Le prix de la vie ici est tel qu'il faut du temps pour préparer un jeune à l'affronter seul. Regardez maintenant les berges du lac Kouril dans leur ensemble, et vous verrez le véritable paradoxe du Kamtchatka. Autour de cette eau se presse une foule de grands prédateurs, une densité de vie sauvage que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et parmi eux, presque aucun être humain. Ce sont les ours qui sont chez eux, par centaines. Les hommes ici se comptent sur les doigts. Quelques scientifiques, quelques inspecteurs chargés de surveiller la réserve et de mener les recensements, souvent par avion, faute de pouvoir approcher au sol. Sur ce territoire de vie débordante, l'homme n'est qu'un visiteur rare et prudent. L'aire de répartition de cet ours donne le vertige. Elle s'étend sur des chaînes de montagnes, des forêts, des vallées qui, mises bout à bout, couvriraient plusieurs fois la longueur des Pyrénées. Une immensité de reliefs et de rivières où le grand fauve règne presque sans partage. C'est peut-être cela le plus troublant. Nous avons l'habitude de penser que là où la nourriture abonde, là où la vie prospère, l'homme s'installe et prospère avec elle. Ici, c'est l'inverse. Le saumon nourrit les ours peuplent les rives, et l'homme reste au loin. La richesse de cette terre ne lui appartient pas. Alors, cette abondance est-elle un paradis intact? Pas tout à fait. Car ce saumon, qui fait la paix des ours et la richesse du lac, un autre prédateur le convoite. Un prédateur qui, lui, ne vient pas pêcher à main nue, mais avec des filets. Et cette rencontre-là ne se règle pas dans la paix. Le sable est noir, pas gris, pas brun, noir, d'un noir profond de cendres et de basalte qui s'étend jusqu'à l'horizon le long de l'océan. Nous sommes au matin, sur la plage de Calactyre, sur la côte est de la péninsule. Un vent glacé arrive du Pacifique et rabat l'écume sur ce rivage de charbon. Et dans l'eau, à peine visible entre les vagues grises, quelques silhouettes en combinaison attendent, allongées sur leurs planches. Des surfeurs. Ici, au bout du monde, par un froid mordant, des hommes et des femmes glissent sur les rouleaux d'un océan qui n'a rien d'accueillant. C'est peut-être l'image la plus juste de cette terre. La vie s'accroche là où on ne l'attend pas. Si ce voyage au bout du monde vous plaît, un like nous aide à continuer. Passons une journée entière ici, non plus en survolant la péninsule, mais les pieds posés sur son sol. Et la première chose à comprendre, c'est que le temps au Kamtchatka ne tient pas en place. La météo change 100 fois par jour. En quelques minutes, un ciel bleu peut se refermer, un brouillard épais tomber sur la côte, puis se déchirer pour laisser passer le soleil, avant qu'une averse ne balaie tout. Le climat de la péninsule mêle plusieurs mondes, humide et océanique sur les côtes, plus continental à l'intérieur, subarctique dans le nord. On ne s'habille pas pour la journée, on s'habille pour les 5 minutes qui viennent, et l'on garde tout le reste sur soi. Fermez les yeux et tenez-vous sur cette plage noire. Le vent salé vous cingle le visage et vous force à plisser les yeux. Sous vos bottes, le sable volcanique crisse, plus lourd, plus dense que le sable clair des plages du sud. Le grondement du ressac est continu, énorme. Il couvre les voies et remplit la poitrine. Si vous entrez dans l'eau, le froid vous saisit comme une poigne, une brûlure glacée qui coupe le souffle. Et au-dessus de votre tête, la lumière change sans cesse, tantôt crue, tantôt éteinte, au gré des nuages qui courent. Voilà le décor ordinaire d'une matinée sur la côte pacifique. À l'intérieur des terres, c'est un autre climat, plus rude encore. En hiver, au cœur de la péninsule, le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 40 degrés. Moins 40 degrés. Prenez la mesure de ce chiffre. Le record de froid jamais enregistré en France métropolitaine tourne autour de moins 41 degrés, atteint une seule fois, dans des conditions exceptionnelles, et resté gravé dans les mémoires. Ce qui fut chez nous un événement historique n'est ici qu'une nuit d'hiver dans les vallées de l'intérieur. À ce degré de froid, l'air brûle les narines,
les cils se givrent, le moindre geste à main nue devient dangereux en quelques instants. Et pourtant, entre ces extrêmes, la vie tient. Comment? Comment habite-t-on toute l'année une terre où le temps se déchaîne sans prévenir et où les routes n'existent pas? Voilà la question qui traverse cette journée. Car nous avons vu l'immensité, nous avons vu le froid, nous avons vu l'isolement. Reste à comprendre le quotidien, l'ordinaire, la manière dont on tient dans un tel endroit sans que ce soit chaque jour une épreuve. La réponse est que la vie ici ne lutte pas contre les éléments. Elle s'y plie. On ne fixe pas de rendez-vous à l'heure près quand tout dépend du plafond nuageux. On charge l'avion quand la fenêtre météo s'ouvre et l'on attend quand elle se ferme. On garde des réserves de nourriture et de carburant parce qu'une tempête peut couper un village du reste du monde pour plusieurs jours. Les déplacements se font en hélicoptère, en bateau, en motoneige l'hiver quand la toundra devient une plaine blanche praticable. Pour un habitant de Petropavlovsk ou d'un hameau de l'intérieur, un changement brutal de temps n'a rien d'un drame. C'est le rythme normal des choses, celui avec lequel on grandit et qu'on cesse même de remarquer. Et la table dans tout cela. Elle raconte la même histoire. Ici, la mer et les rivières nourrissent les hommes bien plus que la terre. Le poisson est partout, sous toutes ses formes, et surtout le saumon et ses œufs, ce caviar rouge qui, ailleurs, est un luxe de fête, et qui devient ici un élément banal du quotidien. Beaucoup de familles préparent, salent et conservent leurs propres poissons pour l'année. Sur une terre où faire venir des marchandises coûte cher et prend du temps, ce que donnent l'eau et la nature garde une place que nous avons, nous, largement oubliée. Il faut aussi imaginer l'échelle des villes, ou plutôt leur absence. Petropavlovsk-Kamtchatski, la capitale, la plus grande ville de toute la péninsule, compte quelques centaines de milliers d'habitants au plus. Comparée à une métropole française comme Marseille, elle pèse plusieurs fois moins. Et c'est la plus grande. Tout le reste est plus petit, plus dispersé, plus isolé encore. Sortez de la capitale et de sa région, et vous entrez très vite dans un pays où le village suivant peut être à des heures de vol, où le voisin le plus proche vit parfois à des dizaines de kilomètres, où la nuit tombe sur des étendues sans une seule lumière humaine. Les paysages eux-mêmes rappellent sans cesse la puissance qui a façonné cette terre. Les côtes se hérissent de falaises abruptes, les vallées s'enfoncent entre des parois vertigineuses, et certaines de ces murailles de roches atteignent des hauteurs qui donnent le tournis. Pour vous en faire une idée, songez au viaduc de Millau, ce pont français dont les piles s'élancent à des hauteurs records au-dessus de la vallée. Certaines parois et certains reliefs de la péninsule rivalisent avec de telles échelles. Sauf qu'ici, rien n'a été construit. Tout a été taillé par le feu, l'eau et la glace, sans la main de l'homme. Alors, à la fin de cette journée, que retenir? Que le Kamtchatka n'est pas un endroit hostile à qui accepte ses règles. Ceux qui y vivent ne subissent pas cette terre, ils la connaissent, ils l'écoutent, ils avancent avec elle. Le froid, le vent, la mer et le ciel dictent le tempo, et l'homme suit. C'est une existence exigeante, rude par moments, mais dont ceux qui la mènent parlent rarement comme d'un fardeau. Elle est simplement leur vie, réglée sur une nature qui ne cède jamais rien. Et cette plage noire où nous avons commencé la journée, ce rivage battu par les vagues où les surfeurs bravent le froid, garde un souvenir que peu d'endroits portent. Car un jour d'automne, ce sont ces mêmes surfeurs qui, les premiers, ont senti que quelque chose n'allait pas dans l'eau. Que l'océan, soudain, était devenu une menace. Ce jour-là, la nature du Kamtchatka a montré un autre visage, et le pays tout entier a fini par l'apprendre. Un vieil homme se tient debout devant une tente conique dans les montagnes du centre de la péninsule. Il porte des vêtements de peau cousus à la main, usés par les saisons. Derrière lui, un troupeau de rennes cherche le lichen sous la neige. Cet homme est un éleveur évène, et il descend d'une lignée qui vit ici depuis un temps que nous avons peine à concevoir. Car avant les volcans surveillés, avant les hélicoptères, avant les villes closes, il y avait déjà des hommes sur cette terre, et depuis très, très longtemps. Combien de temps exactement? La culture des peuples autochtones du Kamtchatka remonte à plus de 12 000 ans. Plus de 12 000 ans. Prenez la mesure de ce chiffre. Quand on parle de l'histoire de la France, on remonte à des Gaulois, à des Romains,
à quelques millénaires tout au plus de vie organisée sur le sol. Ici, des hommes chassaient, pêchaient et se transmettaient un savoir bien avant que les premières pierres des plus anciennes civilisations connues ne soient posées. 12 000 ans de présence humaine, sur une terre que nous décrivons pourtant comme l'une des plus vides de la planète. Qui sont ces peuples? Ils ne forment pas un bloc unique, mais une mosaïque. Les Koryaks vivent surtout dans le nord et le centre. Les Itelmènes occupent le sud-ouest de la péninsule. Les Évènes, comme notre éleveur, se répartissent dans plusieurs districts de l'intérieur et du nord. Plus loin encore vivent les Tchouktches, tout au nord, et les Aléoutes sur l'île de Bering, au large. Chacun de ces peuples a sa langue, ses coutumes, sa manière de nommer le monde et de se nommer lui-même. Et ces noms racontent déjà tout un mode de vie. Beaucoup de Koryaks se désignaient comme les éleveurs de rennes, ou comme les habitants du lieu, ceux d'ici. Les Itelmènes se nommaient eux-mêmes ceux qui vivent ici. Les Évènes se disaient les éleveurs de rennes, eux aussi. Les Tchouktchis se donnaient le nom de riches en rennes, ou de véritables gens. Les Aléoutes se disaient les habitants du bord de mer. Écoutez ces noms. Ils ne parlent pas de conquête ni de frontières, mais d'un lien direct avec l'animal, avec le rivage, avec la terre foulée. On se définissait par ce qui faisait vivre. Et de quoi vivait-on? De tout ce que cette nature exigeante voulait bien donner. Les uns suivaient les troupeaux de rennes à travers la toundra, dans une transhumance sans fin réglée par les saisons et le lichen. Les autres tiraient l'essentiel de leur subsistance des rivières et de la mer. Le saumon qui remonte en été, séché et mis en réserve pour l'hiver, mais aussi le phoque et les mammifères marins sur les côtes. On chassait pour la viande et la fourrure, on pêchait pour se nourrir, on ne prélevait que ce dont on avait besoin. Une économie de la juste mesure, imposée par un pays qui ne pardonne pas le gaspillage. Fermez les yeux et entrez un instant sous la tente. La première chose, c'est la fumée du foyer, qui pique les yeux et imprègne tout. Puis l'odeur, celle de la peau de renne, du bois résineux, de la graisse et du cuir. À l'extérieur, un froid coupant, un silence de toundra que rien ne trouble, sinon parfois le grattement d'un sabot dans la neige. Et les soirs de fête, un son grave et régulier monte dans la nuit, celui du tambour, battu à la main, qui rythme les chants et les danses transmis de génération en génération. Ce monde-là a existé, entier, pendant des millénaires, sur ce sol. L'étendue sur laquelle ces peuples se sont répartis donne, elle aussi, le vertige. Leur territoire de vie, de chasse et de pâturage couvre des surfaces qui, additionnées, représenteraient plusieurs fois une île comme la Corse. Des espaces immenses pour des populations réduites, dispersées, mobiles, qui n'ont jamais eu besoin de bâtir des villes pour occuper un pays. Mais voici la question qui pèse sur cette partie et qui ne trouve pas de réponse rassurante. Ces peuples, qui ont tenu 12 000 ans, vont-ils survivre à ce qui leur arrive aujourd'hui? Car ce que les tempêtes, les volcans et l'isolement n'ont pas réussi à effacer, autre chose est en train de le faire disparaître, plus discrètement, mais tout aussi sûrement. La menace porte d'abord sur la langue. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Koryaks, qui ne représentent plus qu'un peu plus de 2% des habitants de la région, parlent russe au quotidien. Le koryak, l'aloutor et les autres langues autochtones ne sont plus vraiment maîtrisées que par une poignée de personnes, souvent âgées. Songez à ce que cela signifie. Sur un territoire plus grand qu'un pays entier, il ne reste parfois que quelques dizaines de voix capables de parler la langue née ici, façonnée ici, portée pendant des milliers d'années. Quand ces voix se tairont, ce ne sont pas seulement des mots qui s'éteindront, mais une façon unique de voir le monde, de nommer la neige, le renne et le vent. Et derrière la langue, c'est toute une population qui s'étiole. Regardez les recensements. En 2002, la région comptait près de 384 000 habitants. En 2010, environ 322 000. En 2020, un peu moins de 292 000. Une érosion lente et régulière, année après année. Les jeunes partent vers le continent, vers les villes, vers une vie plus facile et mieux reliée au reste du monde. Et avec eux, s'en va une part de la mémoire de ces peuples. Alors, ces cultures vont-elles disparaître? La réponse honnête est qu'elles vacillent. Les langues sont au bord de l'extinction, et personne ne peut promettre qu'elles franchiront le siècle. Mais tout n'est pas perdu.
La culture se maintient encore, autrement, dans les musées, dans les centres ethnographiques, dans les fêtes traditionnelles où résonne le tambour, dans les campements où quelques familles continuent d'élever le renne comme leurs ancêtres. Un fil ténu, mais pas encore rompu, entre 12 000 ans de passé et un avenir incertain. Ce monde a vécu seul, ou presque, pendant des millénaires. Il connaissait ses volcans, ses ours, ses rivières et ses saisons. Il ne savait rien d'un ailleurs. Jusqu'au jour où, venus de l'Ouest, par-delà des milliers de kilomètres de terres inconnues, sont apparus des navires et des hommes en armes, porteurs d'un autre monde, et décidés à faire de cette terre la leur. Un petit voilier de bois s'enfonce dans un mur de brouillard. Nous sommes en juillet 1728, quelque part dans un détroit glacé dont personne, à bord, ne connaît la sortie. Le navire s'appelle le Saint-Gabriel. À sa tête, un officier au service de la Russie, né bien loin de ses eaux, Vitus Bering. Devant lui, le vide sur les cartes. Autour de lui, l'une des questions les plus vertigineuses de son époque, une question qui hante les géographes depuis des générations. L'Asie et l'Amérique sont-elles reliées, quelque part là-haut, dans ces mers que nul n'a jamais parcourues? Mais reprenons depuis le début, car cette aventure commence des décennies plus tôt, et par la terre. À la toute fin du XVIIe siècle, la Russie pousse ses frontières toujours plus à l'est, à la recherche de fourrures précieuses, cette monnaie vivante de l'époque. En 1697, un chef cosaque du nom de Vladimir Aplassov mène une expédition à travers la péninsule et la rattache officiellement à l'Empire russe. 1697. Retenez cette date, car elle marque le moment où ce bout du monde entre, sur le papier, dans l'histoire d'un État lointain qui n'en connaît encore presque rien. Rattacher une terre sur une carte est une chose, la comprendre en est une autre. Et ce qui frappe, quand on mesure la distance, c'est l'ampleur démesurée de l'entreprise. Songez au trajet. Pour rejoindre la péninsule depuis la capitale de l'Empire, il fallait traverser tout le continent, d'ouest en est, sur une distance qui représente plusieurs fois un vol Paris-Moscou d'aujourd'hui. Sauf qu'il n'y avait ni avion, ni route, ni relais. On avançait à cheval, en traîneau, à pied, par les fleuves, pendant des mois, parfois des années, à travers la Sibérie. Rien que pour atteindre le point de départ de l'exploration maritime, il fallait déjà accomplir un voyage que nous jugerions aujourd'hui héroïque. C'est ce défi que le tsar Pierre le Grand décide de relever. Peu avant sa mort, en 1725, il rédige des instructions pour une grande expédition. Sa question est précise. Jusqu'où va la terre russe vers l'Est et touche-t-elle le Nouveau Monde? Pour y répondre, il choisit Vitus Bering, un officier de marine expérimenté, originaire du Danemark, entré au service de la flotte russe. Un homme du nord de l'Europe, envoyé à l'autre bout de l'Asie pour percer un secret géographique. Le paradoxe résume à lui seul cette époque d'exploration. Le 13 juillet 1728, Bering prend enfin la mer à bord du Saint-Gabriel, remontant vers le nord, longeant des côtes inconnues. Et là se joue la scène du brouillard. Le navire progresse dans une purée grise où l'on ne distingue plus l'avant de l'arrière. Imaginez-vous à bord. Le bois craque sous les coups de la houle. Les embruns glacés vous cinglent le visage et raidissent les cordages. Le froid s'insinue partout, et avec lui la maladie qui ronge les équipages au long cours. Devant, rien que du blanc. Aucune terre en vue à l'est. Le navire finit par franchir le passage entre les deux continents, sans même pouvoir voir la côte américaine, masquée par la brume. Alors la question demeure entière, et elle nous tient nous aussi en haleine. Ce plan fou du tsar aboutira-t-il? Bering trouvera-t-il la preuve qu'il cherche, et surtout, en reviendra-t-il? Car une chose est de partir vers l'inconnu, une autre est de rentrer pour le raconter. La preuve, il finit par l'obtenir. Le détroit existe bel et bien. L'Asie et l'Amérique ne se rejoignent pas, séparés par un bras de mer qui portera plus tard le nom de Bering lui-même, en partie grâce au navigateur britannique James Cook, qui le consacrera. Lors d'une tentative, en 1729, Bering poussa encore vers l'est. Il rapporta plus tard à l'amirauté que ses hommes avaient parcouru environ 200 kilomètres sans jamais apercevoir de terre. La démonstration était faite, même si l'Amérique restait dérobée au regard. Le doute géographique le plus tenace de l'époque commençait à se dissiper. Mais l'histoire ne s'arrête pas là,
et c'est ici qu'elle prend son tour tragique. Une seconde expédition, bien plus vaste, est lancée. En 1740, 2 navires baptisés Saint-Pierre et Saint-Paul entrent pour la première fois dans une baie profonde et abritée de la côte est de la péninsule, la baie d'Avatscha. Sur ses rives naît un établissement qui deviendra la capitale, Petropavlovsk, dont le nom même garde le souvenir des 2 saints navires. C'est de là que Bering repart vers l'Amérique, qu'il atteint enfin. Mais le voyage de retour tourne au désastre. Pris dans les tempêtes, rongé par le scorbut, cette maladie terrible du manque qui décimait les marins au long cours, l'équipage échoue sur une île déserte et battu par les vents. C'est là, en 1741, que Vitus Bering meurt, épuisé, loin de la terre qui l'avait servi et de celle qui l'avait vu naître. L'archipel où il rendit son dernier souffle porte aujourd'hui son nom, les îles du Commandeur. Ainsi finit l'homme qui avait prouvé que 2 mondes ne se touchaient pas, sur un rivage vide, entre les 2. Que retenir de cette histoire? Que cette terre a toujours exigé un prix. Atlassov l'avait inscrite sur les cartes de l'Empire. Bering en avait dessiné les contours maritimes et démontré ce que nul ne savait. Mais aucun des 2 n'a régné sur elle. L'un fut emporté par les violences de son temps, l'autre par la mer et le froid. Le Kamtchatka se laissait explorer, cartographier, nommer, et pourtant il ne se donnait jamais tout à fait. Chaque fois qu'un homme s'en approchait de trop près, il en payait le coût, d'une manière ou d'une autre. Et à mesure que les explorateurs traçaient ses côtes, cette terre gardait pour elle des énigmes qu'aucune carte ne pouvait résoudre. Des vallées où l'eau jaillit brûlante du sol. Des lieux où la vie, sans raison apparente, s'arrête net. Des mystères que 3 siècles de science n'ont pas entièrement percés et qui, aujourd'hui encore, résistent à toute explication simple. Le 3 juin de Sitsevan, à 14h20, un pan de montagne se détache. En quelques secondes, un torrent de boue, de roches et de glace dévale la pente et se précipite vers le fond de la vallée. Il avance à 35-40 km à l'heure, arrachant les arbres, engloutissant tout sur son passage. Aucun homme n'aurait pu le distancer à la course. C'est plus rapide qu'un sprinter lancé sur la piste d'un stade. En quelques minutes à peine, l'un des plus beaux paysages de la planète est bouleversé de fond en comble. Et ce paysage, avant ce jour, était un miracle géologique unique en Eurasie. Reculons un peu pour comprendre ce qui vient d'être frappé. Cette vallée s'appelle la vallée des geysers, et son histoire commence par un hasard. En avril 1941, une géologue, Tatiana Ustinova, explore ce coin reculé de la réserve de Kronotsky en compagnie de son guide, un Itelmène nommé Anisiphore Koupenine. Souvenez-vous, dans ces peuples autochtones dont nous avons parlé, du rôle qu'un homme du pays pouvait jouer aux côtés des scientifiques venus d'ailleurs. C'est ensemble qu'ils découvrent, au fond d'un canyon fumant, un champ de geysers d'une richesse inouïe, le seul de cette ampleur sur tout le continent eurasiatique. Un geyser, c'est une source qui, à intervalles réguliers, projette vers le ciel une colonne d'eau bouillante et de vapeur, alimentée par la chaleur volcanique du sous-sol. Ici, ils étaient des dizaines, répartis le long d'une rivière au nom qui dit tout, la rivière des geysers, dans un canyon long d'environ 8 km et profond par endroits de 400 mètres. Le champ thermal lui-même couvrait une surface d'à peu près 6 km², l'équivalent de plusieurs centaines de terrains de football réunis, où l'eau jaillissait, fumait et bouillonnait sans répit. Tenez-vous un instant au bord de ce canyon, avant la catastrophe. La vapeur siffle de partout, montant du sol en panache blanc qui se mêlent au brouillard. Une odeur d'œuf pourri flotte dans l'air, celle du soufre, entêtante. Sous vos pieds, la terre est tiède et humide, presque molle par endroits. Le sol gronde sourdement, puis sans prévenir, une colonne d'eau brûlante fuse à quelques mètres de vous et la chaleur vous gifle le visage. C'était cela, la vallée des geysers, un lieu vivant, palpitant, où la terre montrait son feu intérieur par 100 bouches à la fois. Et voilà que ce 3 juin 1827, en quelques minutes, tout bascule. La coulée charrie un volume colossal de matière, estimé à environ 20 millions de mètres cubes. 20 millions de mètres cubes de boue et de roches qui s'effondrent au fond de la vallée. La masse barre la rivière des geysers, forme un barrage naturel, et un lac commence à monter,
noyant peu à peu les sources sous ses eaux. Des dizaines de geysers disparaissent sous la boue ou sous l'eau. La nouvelle fait le tour du monde. Et une question terrible se pose alors, à laquelle personne ne peut répondre sur le moment. La vallée des geysers, ce joyau mondial vieux de milliers d'années, vient-elle de mourir pour toujours? Sur le coup, beaucoup le craignent. Le paysage est méconnaissable, les sources célèbres sont englouties, le lac ne cesse de grandir. Ce n'était pourtant pas la première fois que la vallée souffrait. En 1981, déjà, le typhon Elsa avait ravagé une partie des geysers et fait disparaître l'un d'eux. Mais l'ampleur de 2007 était sans commune mesure. Fallait-il faire le deuil de la vallée des geysers? La réponse est venue de la Terre elle-même, et elle a surpris tout le monde. Car cette nature qui avait frappé s'est aussi remise à l'œuvre. Dès l'année suivante, une partie des sources ont recommencé à percer, contournant les obstacles. Puis en 2013, un nouveau glissement de terrain est survenu, et cette fois, il a détruit le barrage naturel qui retenait les eaux. Le lac s'est vidé, les sources noyées ont réémergé, et les geysers se sont remis à jaillir. Certains observateurs ont même constaté qu'il y en avait désormais davantage qu'avant la catastrophe. La vallée n'était pas morte, elle s'était transformée, puis reconstruite, à sa manière brutale et imprévisible. Ce cycle de destruction et de renaissance, on le retrouve ailleurs sur la planète, et il éclaire ce qui s'est passé ici. Songez à l'Islande, aux champs géothermiques d'Indonésie ou d'autres régions volcaniques du globe. Partout, ces systèmes de sources et de geysers naissent, se bouchent, sont balayés par des crues ou des éboulements, puis ressurgissent des années plus tard sous une forme nouvelle. Ce que nous prenons pour une catastrophe définitive n'est souvent, à l'échelle de la Terre, qu'une étape d'un cycle naturel. Détruire et renaître, ici, appartient au même mouvement. Mais tout près de cette vallée qui ressuscite, il en existe une autre, où la mort, elle, ne se retire jamais. On l'appelle la vallée de la mort. Elle a été découverte en 1975 par un volcanologue, Vladimir Leonov, et le garde forestier en chef de la réserve, Vladimir Kaliaev. Et ce qu'ils y ont trouvé défie l'entendement. Sur ce petit espace, au pied d'un volcan, les animaux meurent. Des campagnols, des lièvres, puis des renards, des ours, des carcajous, des lynx, des loups, et jusqu'à de grands aigles de mer. Entre 1975 et 1983, on y a relevé plus de 200 cadavres d'animaux. Comment un lieu peut-il tuer ainsi, sans relâche, tout ce qui s'y aventure? Un consultant scientifique de la réserve, Alexandre Nikhanorov, a raconté que la liste des victimes n'avait cessé de s'allonger avec les années, s'étendant à toujours plus d'espèces. Le mécanisme, lui, tient d'un piège d'une logique implacable. Les petits animaux meurent les premiers. Leur corps attire les prédateurs et les charognards, qui viennent s'en nourrir et qui meurent à leur tour, empoisonnés au même endroit. Une réaction en chaîne, une nappe de mort qui se nourrit d'elle-même. Alors, mystère surnaturel? Pas le moins du monde, et il faut le dire clairement. La cause est bien réelle, et elle est géologique. En l'absence de vent, des gaz volcaniques toxiques, du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, du dioxyde de carbone, s'accumulent au ras du sol et asphyxient tout ce qui passe. Voilà l'explication la plus solide, et elle est aujourd'hui largement admise. Pourtant, le dossier n'est pas entièrement clos. Le mélange précis de gaz de cet endroit est plus complexe que celui des autres vallées mortelles du monde, sans équivalent direct. Et une étude récente a estimé le flux de chaleur caché sous cette zone à au moins 10 mégawatts. Le déclenchement saisonnier du piège, à la fonte des neiges, reste mal compris. La science sait pourquoi les bêtes meurent, mais elle n'a pas encore lu tout le mécanisme jusqu'au bout. Une vallée qui renaît, une vallée qui tue. Les deux se touchent presque, au cœur d'un même sanctuaire fermé au monde. Et ce n'est pas un hasard si l'homme n'a pas le droit d'y entrer librement. Sur cette péninsule, certaines portes sont gardées et certaines ne s'ouvrent tout simplement jamais. Un poste de contrôle barre la route. Une barrière, des uniformes, des papiers qu'on vérifie un à un. Derrière, une ville s'étend au bord d'un golfe, avec ses immeubles, ses écoles, ses commerces. Une ville ordinaire en apparence. Et pourtant, pour y entrer, il faut un laissez-passer. Au loin, dans la brume qui monte de l'eau,
On devine des formes longues et sombres amarrées le long des quais, des sous-marins. Nous sommes à Vilyutchinsk, et cette ville n'a longtemps existé sur aucune carte accessible au public. Voici l'un des paradoxes les plus saisissants de la péninsule. Sur cette terre immense, presque vide, où les hommes se comptent par poignées et où l'on peut voler des heures sans croiser une route, se cache l'un des lieux les plus surveillés et les plus fermés du pays. Ici, ce n'est pas la nature qui interdit le passage, mais l'État. Et l'interdiction est totale. Vilyutchinsk porte un statut particulier, celui de cité fermée. En russe, on parle d'une entité administrative à accès restreint, ce qui signifie, très concrètement, qu'on n'y entre pas sans autorisation officielle. Pas de tourisme, pas de visite improvisée, pas de simple curiosité. La ville a été constituée par un décret du 16 octobre 1968, par le regroupement de plusieurs localités éparses au bord de la baie. 1968. Retenez cette date, car elle marque la naissance officielle d'une ville qui, pendant des décennies, allait vivre dans le secret le plus strict. Mais pourquoi tant de précautions autour de ce point précis de la côte? Qu'est-ce qui, dans cette ville au bord de l'eau, justifie un tel verrou? Pour le comprendre, il faut regarder ce qui se trouve dans le Golfe. Vilyutchinsk est la base des sous-marins nucléaires de la flotte russe du Pacifique. C'est là, dans ces eaux profondes et abritées, que sont stationnés ces géants d'acier capables de plonger pour de longues semaines et de disparaître dans l'immensité de l'océan. Pendant la guerre froide, l'endroit était considéré comme si stratégique que, de l'autre côté du monde, les Américains lui avaient donné un surnom éloquent, le nid de guêpe. Un nom qui dit à lui seul la crainte et le respect qu'inspirait ce point minuscule sur la carte, perdu au bout de l'Asie. Et le secret ne s'arrêtait pas aux barrières. Il allait jusqu'au nom même de la ville. À l'époque soviétique, Vilyutchinsk n'était pas appelé ainsi sur les documents officiels. Elle portait des noms de couverture, et l'un d'eux consistait simplement à l'accoler à la grande ville voisine suivi d'un numéro, une manière administrative de faire exister un lieu sans jamais dire ce qu'il était vraiment. Ce n'est qu'à partir de janvier 1994 que le nom de Vilyutchinsk, emprunté à un volcan tout proche, a été employé ouvertement. Imaginez cela un instant. Une ville entière, avec ses milliers d'habitants, ses familles, ses enfants qui y naissaient et y grandissaient, et qui pourtant n'apparaissait pas telle qu'elle était sur les cartes que tout le monde pouvait consulter. Pour saisir l'ampleur de ce silence, il faut le rapporter à des repères qui nous parlent. Aujourd'hui, la population de Vilyutchinsk approche les 22 000 habitants. À l'échelle de la France, c'est bien des fois moins qu'une ville comme Bordeaux et ses environs. Une petite ville donc, par la taille. Et pourtant, ce modeste ensemble d'immeubles au bord d'une baie a été gardé, dissimulé, effacé du domaine public avec un soin que bien des métropoles n'ont jamais connu. Imaginez qu'une agglomération de la taille d'un arrondissement de Toulouse disparaisse purement et simplement des cartes accessibles à tous, comme si elle n'existait pas. C'est exactement ce qui s'est passé ici, pendant des décennies. Approchez-vous par la pensée de cette baie interdite. Un brouillard épais et froid monte de la mer et noie les contours des choses. L'air sent le sel et le mazout, cette odeur lourde des ports militaires. Autour de vous, un silence particulier règne, celui des zones sous surveillance, où l'on baisse la voix sans savoir pourquoi. Et l'on éprouve, physiquement, la sensation d'une frontière invisible, d'un regard posé sur soi, d'une ligne qu'il ne faut pas franchir. Vous êtes à quelques centaines de mètres d'une ville où vivent des milliers de gens, et vous ne pouvez pas y entrer. La présence militaire ici n'est pas récente. Dès l'été 1938, une première base de sous-marins fut établie dans ces parages, à une époque où les submersibles fonctionnaient encore au diesel. Au fil des décennies, l'endroit s'est transformé, modernisé, spécialisé, jusqu'à devenir le seul point de stationnement des sous-marins nucléaires de la flotte du Pacifique. Autrement dit, ce coin reculé de la péninsule n'est pas un poste secondaire, c'est un pilier de toute la présence navale du pays sur cet océan. Ce qui explique pourquoi les portes restent closes, aujourd'hui encore. Et cette fermeture ne concerne pas seulement la ville des sous-mariniers. Elle est, en réalité, la règle sur une grande partie de la péninsule. Souvenez-vous des vallées dont nous avons parlé. La vallée des geysers, la vallée de la mort. Elle se trouve à l'intérieur d'une réserve où l'on n'entre pas librement, seulement dans le cadre d'excursions organisées, encadrées, autorisées,
le plus souvent par hélicoptère et par accord préalable avec les gestionnaires du sanctuaire. La vallée de la mort, elle, est officiellement interdite aux visiteurs livrés à eux-mêmes. Ici, l'accès n'est jamais un droit acquis. Il se mérite, se négocie ou se refuse. Alors, faut-il voir dans tous ces verrous une simple manie du secret? Ce serait passer à côté de l'essentiel, car ces interdictions, militaires d'un côté, écologiques de l'autre, ont eu un effet commun et paradoxal. En tenant les hommes à distance, elles ont protégé cette terre. Là où le tourisme de masse aurait pu tout piétiner, la fermeture a préservé des paysages, des espèces, des équilibres fragiles. Le Kamtchatka est resté sauvage en grande partie parce qu'on n'a pas laissé tout le monde y aller. La contrainte, ici, a servi de bouclier. Mais fermé ne veut pas dire pauvre, bien au contraire. Sous ses volcans et dans ses eaux, cette péninsule recèle des richesses que beaucoup convoitent. Du poisson en quantité qui font vivre des villages entiers. De la chaleur tirée directement du feu de la terre. Et, enfoui dans la roche, un métal jaune qui, partout où il apparaît, attire les hommes et déclenche les conflits. Autour de ces trésors se joue, en silence, une lutte dont dépend l'avenir même de ce territoire. C'est la saison de la pêche au saumon, et les filets remontent pleins à craquer. Sur la berge, des seaux débordent d'œufs rouges, ce caviar qui brille comme des perles de corail. Les mains travaillent vite, le poisson s'entasse, l'argent circule. Et à quelques mètres de là, un inspecteur s'approche, carnet à la main, pour vérifier les prises. Car dans cette abondance, une question flotte, jamais loin. Ce poisson a-t-il été pêché dans les règles? Ou pas? Sur cette terre, le saumon n'est pas seulement une ressource, c'est le cœur de toute l'économie, et parfois sa part d'ombre. Commençons par mesurer ce que représente ce poisson. Le saumon du Pacifique est la véritable richesse vivante de la péninsule. C'est lui qui nourrit les ours, nous l'avons vu, mais c'est lui aussi qui fait vivre les hommes. Le rythme de la saison est donné par le saumon rose, l'espèce la plus abondante, celle qui, selon les prévisions pour l'année à venir, devrait représenter près de la moitié des prises. À ses côtés, le saumon rouge et le saumon keta complètent une manne qui, chaque été, remonte de l'océan vers les rivières. Et le lac Kouril, dont nous avons parlé pour ses ours, est aussi le plus grand site de reproduction du saumon rouge de toute la région. Chaque année, on estime que près de 5 millions de saumons rouges y reviennent pour se reproduire. 5 millions de poissons qui, guidés par un instinct vieux comme leur espèce, quittent l'immensité du Pacifique pour retrouver l'eau douce exacte où ils sont nés. C'est cette fidélité, cette régularité prodigieuse qui fait la valeur du lieu, et qui nourrit à la fois la faune sauvage et l'économie des hommes. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité plus rude. Car qui contrôle cette richesse et comment? Dans les villages reculés, loin des villes et des emplois stables, la pêche n'est pas un loisir, ni même seulement un métier. C'est souvent la seule source de revenus véritable. Et là où la loi encadre strictement les quantités, une autre pêche prospère dans l'ombre, celle qui ignore les règles. C'est ici qu'intervient le mot qui pèse sur toute cette partie: le braconnage. Des chercheurs travaillant dans le cadre de programmes des Nations Unies l'ont dit sans détour, sur la péninsule, la pêche illégale au saumon n'est pas un phénomène marginal, mais un pilier de la vie économique de nombreux villages. Comprenez bien ce que cela signifie. Le problème n'est pas seulement une affaire de délinquants isolés. Il est inscrit dans le tissu même de l'économie locale. Pour beaucoup de familles, le poisson pris hors des règles rapporte davantage que n'importe quel travail déclaré. Ces mêmes chercheurs ont d'ailleurs proposé d'indemniser les pêcheurs légaux pour tenter de rééquilibrer la donne. Pour saisir l'ampleur de la tentation, il faut la traduire en repères qui nous parlent. Prenez le salaire minimum en France, ce revenu de base en dessous duquel on ne descend pas légalement, autour de 1 800 € bruts par mois. Dans les villages isolés du Kamtchatka, un tel niveau de revenu régulier est loin d'être garanti. Or, une bonne saison de pêche, même illégale, peut rapporter bien davantage en quelques semaines. Comment s'étonner alors que tant de gens franchissent la ligne quand la mer offre en un été ce que la terre ferme ne donne pas en une année? Fermez les yeux et placez-vous au bord de cette rivière un jour de pêche. L'odeur vous prend d'abord,
âcre et puissante, mêlant le poisson, le sel et le sang. Le froid des filets mouillés vous mord les doigts. Vos bras tirent, le poids des seaux d'œufs pèse à vous rompre les épaules. Et soudain, une tension traverse le groupe. Au loin, la silhouette d'un inspecteur qui approche. En un instant, les gestes changent, les regards se croisent, on calcule. C'est toute la vie de ces villages qui se joue dans ce face-à-face silencieux entre le besoin et la loi. Mais le poisson n'est pas la seule richesse de cette terre. Il en est une autre, invisible, qui monte directement des profondeurs, la chaleur. Souvenez-vous de ce feu qui alimente les volcans. Cette même énergie, l'homme a appris à la capter sans attendre l'éruption. Au sud de la péninsule, des centrales géothermiques exploitent la vapeur brûlante puisée dans le sous-sol pour produire de l'électricité. La principale d'entre elles fonctionne grâce à la chaleur d'une zone volcanique et d'autres installations plus modestes complètent ce réseau alimenté par le feu de la Terre. L'intérêt est immense. Sur un territoire coupé du continent, où amener du carburant coûte cher et prend du temps, tirer son électricité de la chaleur du sol, c'est un pas vers l'indépendance énergétique. Là où d'autres régions doivent importer chaque litre de combustible, le Kamtchatka possède, sous ses pieds, une source de chaleur inépuisable. Pensez à ce que représente une facture d'électricité, ce prix du kilowattheure que chacun connaît. Ici, une part de cette énergie ne vient ni du pétrole, ni du charbon acheminé de loin, mais du même feu qui fait trembler la terre. Le volcan, ennemi redouté, devient alors un allié silencieux. Et pourtant, toutes les richesses de cette terre ne se valent pas. Car dans les thunes, enfouies dans la roche, qui divise profondément. L'or. Des projets d'extraction aurifère ont été envisagés à proximité des limites de la grande réserve naturelle, ce sanctuaire qui abrite les geysers, les ours et une faune protégée. Et contre ces projets se sont dressés des défenseurs de l'environnement, redoutant qu'une mine ne vienne souiller les eaux et menacer l'un des derniers grands espaces sauvages de la planète. Le conflit, bien réel, oppose deux visions du même territoire. Alors, la vraie question de cette partie surgit. Peut-on s'enrichir sur cette terre sans détruire ce pourquoi elle est unique? La réponse, à mesure qu'on assemble les pièces, se dessine avec une certaine clarté. Les ressources durables du Kamtchatka sont celles qui se renouvellent. Le poisson, à condition de le pêcher avec mesure et contrôle, et la chaleur de la terre, inépuisable par nature. Ce sont elles qui peuvent nourrir les hommes sans épuiser le pays. À l'inverse, l'or que l'on arrache une fois pour toutes, et le saumon que l'on pille au-delà de ce que les rivières peuvent donner, menacent la source même de la richesse. Ici, celui qui prend trop scie la branche sur laquelle repose tout l'équilibre. C'est peut-être la grande leçon de cette péninsule. Elle offre beaucoup à qui sait recevoir sans arracher et se venge de qui veut tout prendre. Mais, en dernier ressort, ce n'est ni le pêcheur, ni le mineur, ni l'ingénieur qui décide du sort de cette terre. Le dernier mot appartient toujours au sol lui-même. Et à l'été d'Ouzir-Chanteproin, ce sol a parlé plus fort qu'il ne l'avait fait depuis 70 ans. Le 30 juillet 2025, à 11h30 du matin, la terre se dresse. Sous la péninsule, le sol se soulève, gronde, et déclenche l'un des plus puissants séismes jamais enregistrés dans cette partie du monde. Sa magnitude atteint 8,8. 8,8. C'est le tremblement de terre le plus fort ressenti ici depuis 1952, il y a plus de 70 ans. En quelques secondes, la certitude la plus élémentaire de tout être humain, celle que le sol sous nos pieds est stable, vole en éclats. Fermez les yeux et imaginez cet instant. Un grondement profond monte des entrailles de la terre, avant même que rien ne bouge. Puis le sol se met à onduler, comme la surface d'une mer solide. Les vitres tremblent et éclatent, les objets tombent, les murs craquent. On ne tient plus debout sans s'accrocher. Et dans l'air, bientôt, une odeur de cendre, car au même moment, plus loin, un volcan crache un panache qui monte à des kilomètres dans le ciel. Ce jour-là, ceux qui étaient sur place ont éprouvé une chose que les mots peinent à rendre. La sensation que le sol lui-même avait cessé d'être solide. Les conséquences furent à la mesure de la secousse. Le séisme engendra un tsunami, ces vagues nées d'un tremblement de terre sous-marin qui atteignirent plusieurs mètres de haut.
Dans une localité des îles voisines, l'eau pénétra profondément dans les terres, avançant sur près d'1 kilomètre à l'intérieur du rivage. Le volcan Chiveluch projeta ses cendres jusqu'à 10 kilomètres d'altitude. Et un autre volcan, le Kratchenikov, se réveilla, entrant en activité pour la première fois depuis environ 5 à 6 siècles. 5 à 600 ans de sommeil, rompus en un seul été. Le directeur de l'Institut de volcanologie, Danila Tchebrov, dont nous avons déjà entendu la voix, décrivit alors combien l'intérêt et l'inquiétude des habitants avaient soudain grandi, partagés entre la peur et la fascination devant cette terre qui se réveillait sous eux. Mais ce n'était pas la première fois, dans les années récentes, que la péninsule montrait un visage menaçant. Souvenez-vous de cette plage de sable noir, au tout début de notre voyage, et des surfeurs qui bravaient l'océan glacé. À l'automne 2020, ce sont eux qui, les premiers, ont senti que quelque chose n'allait pas. En entrant dans l'eau, ils ont éprouvé des irritations aux yeux, à la peau. Puis, sur le rivage, un spectacle désolant est apparu. Des animaux marins morts par centaines, des oursins, des étoiles de mer, des poulpes, rejetés sur le sable. Que s'était-il passé? Dans la baie voisine, à faible profondeur, la vie du fond marin fut décimée. Près de 95% des organismes vivants sur les fonds, ce que les scientifiques appellent le benthos, avaient péri. Les analyses révélèrent des dépassements marqués de certains polluants dans l'eau. La cause exacte fit débat, et il faut la présenter honnêtement, car le dossier n'est pas tranché. L'explication privilégiée par de nombreux chercheurs fut celle d'une marée rouge, une prolifération massive de microalgues toxiques, favorisée par des eaux anormalement chaudes. D'autres avancèrent l'hypothèse d'une pollution d'origine humaine. Les deux versions ont été formulées, et aucune n'a définitivement écarté l'autre. Rassemblons maintenant tout ce que nous avons vu, car nous arrivons à la question qui traverse ce voyage depuis le début. Une terre plus vaste qu'un pays, presque sans hommes ni routes. Des explorateurs qui l'ont cartographiée, mais jamais domptée. Des peuples installés là depuis 12 000 ans, et dont les langues s'éteignent. Des richesses convoitées et des vallées interdites. Et par-dessus tout, une terre qui tremble, qui brûle, qui empoisonne et qui engloutit. Alors posons-la franchement, cette question. Qui est vraiment le maître ici, l'homme ou la terre? La réponse à ce stade ne fait plus guère de doute. Le maître, c'est la terre. L'homme sur cette péninsule n'est qu'un invité, toléré tant qu'il reste modeste, rappelé à l'ordre dès qu'il oublie sa place. Et c'est là que réside le renversement, la vérité qui éclaire tout le reste. Si le Kamtchatka est resté l'un des derniers endroits véritablement sauvages de la planète, ce n'est pas malgré cette violence géologique, c'est grâce à elle. Parce que la terre y tremblait, parce que les volcans y crachaient, parce que nul ne pouvait y bâtir de routes ni de villes durables, l'homme n'a jamais pu la recouvrir comme il a recouvert tant d'autres régions du globe. Ce que nous prenions pour un échec de la conquête est en réalité la raison même de ce miracle préservé. Pour mesurer ce que représente un tel espace, songez à une immensité familière à qui connaît le Grand Nord américain, la province de Québec, ces étendues sans fin où l'on peut rouler des heures sans croiser âme qui vive. Le Kamtchatka appartient à cette même famille de territoires démesurés et presque déserts, où la nature garde une ampleur que nous avons, ailleurs, presque partout perdue. Et ces eaux, ces lacs de réserve, gardés purs au cœur des sanctuaires, ont pour cette région une valeur comparable à celle qu'un grand lac comme le Léman revêt pour les siens, un trésor de pureté qu'aucune richesse ne remplace. Éloignons-nous une dernière fois de cette péninsule pour regarder ce qu'elle nous dit de nous-mêmes. Le Kamtchatka nous tend un miroir. Il nous rappelle que la nature n'a pas besoin de nous, que notre confort et nos routes ne sont pas la mesure de toute chose, et qu'il existe encore, quelque part, des terres qui refusent d'être domptées. Ce que nous perdons ailleurs sans même le remarquer, cet endroit l'a gardé intact, précisément parce qu'il ne s'est pas laissé prendre. Alors, à quoi ressemblera cette terre dans 20, dans 50 ans? Deux avenirs se dessinent. Dans le premier, les villages continuent de se vider, les dernières langues s'éteignent, une mine ouvre près de la réserve, les rivières s'appauvrissent, et le sauvage recule pas à pas devant l'appétit des hommes. Dans le second, le poisson est pêché avec mesure, la chaleur des volcans éclaire les maisons,
Les voyageurs viennent en petit nombre admirer les geysers et les ours sans rien détruire, et le Kamtchatka reste ce qu'il a toujours été, l'un des derniers royaumes de la nature vivante. Merci d'avoir fait ce long voyage jusqu'au bout, jusqu'à cette terre qui respire. Si ce périple vous a touché, laissez un like, abonnez-vous pour les prochains, et dites-moi en commentaire qui est, selon vous, le véritable maître du Kamtchatka, l'homme ou la terre. Et si vous croyez qu'un tel endroit mérite d'être connu, partagez cette vidéo autour de vous.